Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Dans le cadre de la semaine de la santé, nous abordons un sujet de santé publique crucial, les maladies oculaires, qui souvent en silence peuvent conduire à la perte totale de la vue, le glaucome et la cataracte, qui touchent des millions de personnes, parfois sans qu'elles ne s'en rendent compte. Manque d'informations, consultation tardive, négligence, les conséquences peuvent être irréversibles. Pourtant, dans bien des cas, la cécité peut être évitée. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de questions à débattre un invité de marque, un spécialiste au parcours exceptionnel, actuellement chef du service ophtalmologie à l'hôpital militaire de Ouakam, un ophtalmologue qui a une vraie expertise sur la prise en charge du glaucome et de la cataracte. Avec lui, nous allons comprendre, prévenir et surtout répondre à cette question essentielle. Comment éviter de perdre la vue? Bonsoir, colonel. Bonsoir, Mme Fatou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour à vos téléspectateurs. Alors, colonel, vous êtes notre invité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est l'homme derrière l'uniforme et qu'est-ce qui vous a conduit à être ophtalmologue? C'est un pur hasard. Bon, dans ma carrière, je devrais être en principe cardiologue. Mais le destin en a décidé autrement. Je suis le médecin colonel Sek Saïd, chef de service de l'ophtalmologie et du service d'ophtalmologie de l'hôpital militaire de Ouakam. Alors, docteur, merci pour cette présentation qui est tout en brève. Alors, nous allons juste entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le glaucome? Merci, Mme Fatou. Donc, c'est un sujet important. Et je vous remercie d'avoir ciblé cette pathologie qui est une pathologie assez importante et puis dont on doit débattre plus et pour sensibiliser les Sénégalais et le monde. Le glaucome, c'est une affection de l'œil qui est une neuropathie optique qui est cécitante et dont le facteur de risque le plus important est l'hypertonie oculaire au niveau oculaire, l'hypertonie oculaire qui est présente donc dans 70% des cas. L'hypertonie oculaire, donc, c'est l'augmentation de la pression de l'œil au-delà de 21, voilà, entre 11 et 21, c'est les normes. Au-delà, on parle d'hypertonie. D'accord. Aujourd'hui, on parle souvent de... Pourquoi on parle du voleur silencieux de vue? Voilà. Avant de répondre à cette question, je vais faire une petite précision. Donc, la plupart du temps, quand on parle du glaucome seul au singulier, on peut parler du glaucome primitif à angle ouvert. C'est la forme la plus fréquente, alors qu'il y a plusieurs formes de glaucome. Les glaucomes peuvent être primitifs. Et dans ces cas primitifs, nous avons le glaucome primitif à angle ouvert qui fera l'objet de notre débat aujourd'hui. Les glaucomes congénitaux, il existe des glaucomes chez les enfants qui naissent avec un glaucome qu'on opère, et les glaucomes qui sont dites secondaires à un traumatisme, une inflammation de l'œil ou une néovascularisation. L'objet donc de notre propos aujourd'hui sera le glaucome primitif en ouvert, qui est la forme la plus fréquente. Voilà. Donc, votre question sur pourquoi on parle du glaucome comme un voleur silencieux de la vue, c'est parce que c'est une pathologie qui est aussi symptomatique, c'est-à-dire il y a peu de signes au début ou asymptomatique, l'absence de signes. Okay. Donc, tout au plus, au début, vous pouvez vous plaindre de halos colorés. Quand la tension augmente, vous voyez des halos colorés et ça disparaît à un certain moment. Okay. Et, ou tout simplement un larmoiement le matin. Donc il faut le plus souvent aller chez l'ophtalmo et qu'il découvre de manière parfois inopinée que vous avez un glaucome. D'accord. Quelles sont les personnes à risque
Bon, les personnes à risque, c'est souvent les personnes âgées, au-delà de 40 ans. Mais dans cette maladie, on parle plus de facteurs de risque parce qu'il n'y a pas de cause connue en tant que telle. Et les facteurs de risque sont nombreux. C'est l'âge d'abord. Au-delà de 40 ans, le risque de développer un glaucome augmente de 2% et de 5% lorsque vous dépassez 65 ans. Il y a la mélanodermie, le fait d'être noir. Hein. On dit que chez les noirs, le glaucome est plus précoce et plus sévère, d'après les études. Et il y a aussi donc la génétique. Il y a des gènes qui ont été reconnus et connus dans la science, les gènes tigre et myoc, donc qui sont liés à la présence du glaucome. Donc il y a ce côté familial qui est connu ici. Il y a des familles à glaucome. C'est pourquoi lorsqu'on découvre quelqu'un ici, qu'on le dépiste, on lui demande de demander à sa famille, aux ascendants et descendants, de se faire dépister. On peut dire que souvent c'est une maladie héréditaire alors? Oui, il y a une forte part d'hérédité. Bien que, à côté, voilà, il y a des glaucomes secondaires, mais il y a une forte hérédité. Donc, il y a des familles à glaucome. En dehors de ces facteurs de risque qui sont liés aux patients, il y a l'hypertonie qui est considérée comme un facteur de risque, mais aussi chez les myopes forts. Mais aussi ce qu'on appelle une épaisseur de cornée qui est petite, qui est faible, autour de 400 microns. Donc voilà, globalement, les personnes chez qui on a tendance à chercher un glaucome. Alors, est-ce qu'on peut chez les enfants, on peut trouver des gens atteints du glaucome? Oui, tantôt je vous ai fait la classification rapidement. Quand on parle de glaucome chronique à angle ouvert, c'est surtout chez les adultes, mais il y a ce qu'on appelle le glaucome juvénile qui survient chez les enfants autour de 15-16 ans. En tout cas, les patients que j'ai eu des jeunes, souvent des familles à glaucome, chez qui j'ai pu dépister un glaucome et opérer. Dans ces cas, souvent je les opère. Je propose une intervention. Donc je propose systématiquement l'intervention quasiment avant 40 ans. Donc, qui va aller loin ménage sa monture. Donc ils ont une longue espérance de vie. Et ces sujets jeunes, le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre des coliques tout le temps. Donc l'observance n'est pas correcte. Peut-on guérir du glaucome ou tout simplement ralentir son évolution? Oui, comme vous l'avez dit, on ne peut pas guérir du glaucome. C'est comme le diabète. Donc on peut stabiliser la maladie et bien ralentir son évolution. J'insiste sur le bien parce que c'est possible de conserver sa vue toute sa vie. C'est possible. Il faut juste se faire dépister tôt et avoir un ophtalmo qui vous suit et respecter son traitement. Voilà, donc on peut le stabiliser. Les traitements qui existent sont performants. Nous avons les prostaglandines qui sont donnés en première intention. Et récemment, depuis 2020, la trabeculoplastie sélective au laser, qui est un traitement physique, est aussi peut-être donné en première intention. Donc on a les moyens de le stabiliser. Il faut tout juste avoir une bonne observance du traitement, un bon suivi. Alors, par exemple, que risque une personne non dépistée? Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui est cécitante. Et ce n'est pas une cécité facile. C'est une cécité qui est terrible, qui vous rentre dans le noir. Vous ne pouvez pas reconnaître qu'il fait jour ou nuit. C'est pourquoi c'est grave. Et que ça
il y a une continuité, il y a des conséquences ensuite. Vous avez une désorientation temporo-spatiale et tout. Et ça peut aller jusqu'à une atteinte de la psychologie de la personne. Donc, c'est ça la gravité de la maladie. Contrairement à la cataracte, vous avez une cécité partielle. Vous pouvez voir la lumière, etc., etc. Mais quand le nerf est totalement touché dans le glaucome, vous ne pouvez plus voir même si c'est jour ou nuit. Donc, c'est d'où l'intérêt de dépister tôt et de ne pas avoir peur, surtout de ça. C'est une maladie qui se gère bien. Donc, avec les moyens dont on dispose, donc il faut aller se faire dépister, se faire traiter, et puis voilà. Est-ce que concrètement, est-ce qu'une personne peut être atteinte du glaucome sans le savoir? Le plus souvent, c'est le cas. Le plus souvent, c'est le cas. Comme vous l'avez dit, c'est une maladie silencieuse. Voilà. Donc, le plus souvent, on porte. Pour que le glaucome touche votre confort de vie, le plus souvent, il faut que ça dure une vingtaine d'années dans votre œil sans que vous soyez au courant. Donc les amputations et tout, ça vient tardivement. Donc d'où l'intérêt de se faire dépister, d'autant plus qu'on a dans la famille autour des patients qui ont le glaucome. D'accord. Alors, quittons à présent du glaucome pour s'intéresser à une autre pathologie. Oui. La cataracte. Qu'est-ce que la cataracte? La cataracte est une opacification du cristallin. Le cristallin, c'est une lentille qui est intraoculaire dans l'œil. Bon, je ne sais pas si je devrais vous montrer des images. Voilà, donc quand on coupe, on fait une coupe sagittale de l'œil, ça c'est le globe oculaire qui a 24 mm de diamètre. Quand on le coupe, cette lentille, c'est le cristallin. À l'intérieur de l'œil, on ne le voit pas et ça s'opacifie avec le temps parfois ou d'autres causes. C'est une lentille convexe qui est avasculaire, transparent et qui s'opacifie. Voilà. Est-ce que la cataracte est tout simplement liée à l'âge? Non, il y a plusieurs causes, mais la forme sénile est très fréquente. Donc, voilà, donc c'est pourquoi nous, on aura toujours du boulot. Quand on prend de l'âge, l'œil vieillit en s'opacifiant. Donc c'est une forme qui est fréquente, mais il y a d'autres formes. Donc la cataracte peut être liée aussi à une affection oculaire locale qui peut être traumatique quand vous cognez sur l'œil. Le cristallin s'opacifie, inflammatoire ou autre. Mais aussi une affection générale. Donc il y a des patients qui font des cataractes liées juste à un diabète ou quelque chose. Donc le diabète peut donner une cataracte. Donc il y a d'autres pathologies qui peuvent donner la cataracte. Est-ce qu'on peut guérir? Oui, c'est une maladie qui est agréable parce que ça se guérit bien. Et parfois, même quand on vous opère, vous voyez mieux qu'avant. Ce matin, j'ai reçu un patient qui était myope avec une cataracte. Je l'ai opéré hier de phacoémulsification et il voit beaucoup mieux sans ses lunettes maintenant. Donc on peut, quand on met l'implant à l'intérieur de l'œil, on peut en profiter pour corriger un problème de myopie ou d'hypermétropie qui était là, ce qu'on appelle la phacoréfractive. Donc voilà, c'est une affection qui se guérit bien, qui se traite bien maintenant. Est-ce que la chirurgie est-elle le seul traitement? Oui, c'est le seul traitement. Il n'y a pas d'alternative à la cataracte. Le seul traitement jusqu'à maintenant, c'est la chirurgie. Et c'est une chirurgie qui se fait bien maintenant. C'est pas risqué? Très peu risqué. Très peu risqué. Il y a, bien sûr, en toute chirurgie, il y a des risques. Mais à 90%, je veux dire, voire plus, ça se passe bien le plus souvent. Combien de temps pour guérir la cataracte? Oui, il faut
Ça dépend de la technique. Donc, si vous utilisez la photoémulsification que d'aucuns appellent le laser, qui est une technique séduisante, qui est la technique de référence qui se fait partout au monde et ici, vous pouvez guérir en 1 mois. Donc, en 1 mois, vous recouvrez votre truc. L'inflammation peut continuer jusqu'à 2 mois, mais vous guérissez en 1 mois et dès le lendemain, vous n'avez plus de pansement. Donc, voilà. Donc, c'est une chirurgie qui est peu traumatisante et qui est très, très valorisant pour les malades et les médecins. Alors, pour certains malades qui sont diabétiques, est-ce qu'ils sont obligés de faire la chirurgie ou bien le laser? Rien ne contre-indique la chirurgie de la cataracte, sauf peut-être un déséquilibre de la glycémie. Ce n'est pas parce que vous êtes diabétique ou glucomateur qu'on pourra vous opérer de cataracte. On peut opérer un glucomateur de cataracte, il n'y a pas de problème, ou un diabétique de cataracte sans problème. Pour tout juste avoir un bon équilibre glycémique, il faut préparer la chirurgie de manière adéquate, juste cela. Alors pourquoi certaines personnes se tardent à se faire dépister? De quelle pathologie? De la cataracte? Soit cataracte, voilà. Voilà, c'est juste un problème de sensibilisation, de connaissance. Voilà. Donc, de plus en plus, on reçoit plus de personnes. Quand le monde avance et que les connaissances avancent, la sensibilisation avance, les gens se prennent bien en charge. Les choses ont beaucoup changé maintenant, mais il faut pousser du point de vue glaucome parce que les gens ont peur de ça. Les gens pensent que le glaucome est égal à la cécité. Moi, je dis non, ce n'est pas égal à la cécité. C'est une maladie cécitante, mais qu'on peut bien traiter. La cataracte, par contre, aussi, voilà, c'est une maladie qui se traite bien, et parfois mieux même d'ailleurs. Quand on vous opère, on règle d'autres problèmes, et puis voilà. Donc, c'est une chirurgie qui est assez maîtrisée et qui donne de bons résultats maintenant. Alors souvent on entend les gens disent que j'ai la cataracte mais j'attends un peu. Ça dépend. Vous savez, j'attends un peu. Moi personnellement, c'est le malade qui fait partie de la décision. C'est le malade fait partie de la décision. Et si ça dépend à la fois du niveau d'acuité visuelle, la cataracte ne fait qu'une chose, le plus souvent, c'est de baisser votre vue de 10 dixièmes à peut-être la moitié, 5 dixièmes. Voilà. Et ça, la décision chirurgicale dépend à la fois du patient, de son besoin de vue, parce qu'il y en a, quand vous êtes jeune, vous avez plus besoin de votre vue que quand vous êtes plus âgé. Donc, l'heure de la chirurgie dépend de l'acuité visuelle. Si vous avez une acuité visuelle à 3 dixièmes gênante, vous êtes un fonctionnaire. Moi, j'ai vu des gens qui se sont fait opérer à 5 dixièmes. Donc, je pense qu'à partir de 5 dixièmes, on peut opérer. À partir de 5 dixièmes, parce que c'est une chirurgie qui est assez maîtrisée maintenant. Maintenant, attendre, ça dépend du patient. S'il a son besoin en vue qui est suffisant, que sa vue, ses 5 dixièmes ou ses 4 dixièmes sont suffisantes pour ses activités, voilà, on peut attendre encore parce que son évolution n'est pas... Il n'y a pas de complications. Voilà. Donc, souvent, il n'y a pas de complications immédiates. Mais attendre jusqu'à ce qu'on dise, ce qu'on a l'habitude de dire, il faut que la cataracte glisse. Non, maintenant, ça c'est dépassé maintenant. Alors, est-ce que l'accès aux soins est-il suffisant ici au Sénégal? Ce n'est pas encore suffisant. Pour vous répondre en vrai, donc nous sommes un pays qui n'est pas encore très développé, et en voie de développement, mais voilà, le Sénégal a beaucoup d'expertise et d'avancée. Donc seulement il faut
encore former les jeunes à faire de la qualité. La chirurgie de qualité et des soins de qualité. Et puis maintenant, essayer d'étendre cette expertise en dehors de Dakar. Et pousser les hôpitaux aussi à prendre beaucoup de patients. Voilà, donc pour diminuer les coûts des traitements en fait. Est-ce qu'il existe des campagnes de sensibilisation? Oui, il y en a quand même, mais pas assez pour le glaucome, je pense. Le glaucome, on devrait pouvoir sensibiliser plus. Dans les pays européens, il existe des associations de malades pour les maladies. Voilà, donc dans le glaucome, souvent il y a des associations de malades et ces associations poussent à augmenter la sensibilisation. Ces organisations donc, aident les médecins à faire des campagnes de dépistage, de la sensibilisation. Et je pense que pour le glaucome particulièrement qui me passionne, il n'y a pas encore assez de sensibilisation. Il faut qu'on parle plus aux gens. Et pour que quand tu es dans une famille où il y a du glaucome, au moins tous les 2 ans, vous passez voir l'ophtalmo. Alors, colonel, nous allons maintenant élargir le débat au-delà de nos frontières. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission Ces questions à débattre avec le colonel Saïd Seck, ophtalmologue, à l'hôpital militaire de Ouakam. Alors, colonel, quelle est aujourd'hui la situation en Afrique de l'Ouest? La situation concernant la cataracte et le glaucome. Voilà. Bon, en Afrique de l'Ouest, ici, la situation n'est pas connue parce qu'il n'y a pas des études de masse. Mais ce qu'on connaît globalement, c'est la situation mondiale où voilà, la cataracte est la première cause de cécité au monde, mais il est réversible. C'est une cécité qui est réversible. Il faut tout juste pour régler ce problème-là, augmenter le nombre de chirurgies. Et pour augmenter le nombre de chirurgies, il faut motoriser la chirurgie. C'est-à-dire, au lieu d'en opérer 5, il faut en opérer plus avec des délais, des temps de chirurgie plus réduits. Donc peut-être c'est... Maintenant, pour le glaucome, c'est la deuxième cause, mais c'est une cécité irréversible. Donc si c'est ça la gravité. Deuxième cause de cécité après donc, la cataracte. Voilà, donc c'est une affection qui est grave et qu'il faut essayer de dépister. Le problème à ce niveau, c'est le dépistage et le précoce et la prise en charge précoce. On peut dire que c'est un problème de santé publique mondial. Effectivement, c'est des affections qui posent un problème de santé publique au niveau mondial, donc reconnues par l'OMS, donc qui sont bien établis et tout, et il y a des programmes pour régler ces fléaux, ces affections oculaires. Est-ce que maintenant en Afrique, nos systèmes de santé sont-ils adaptés par rapport à ces maladies? Oui, bon, le Sénégal quand même a un programme national de prévention de la cécité oculaire qui travaille beaucoup sur la cataracte. Je ne sais pas sur le glaucome peut-être, oui, dirigé par le docteur Badiane du ministère, donc, qui est très dynamique. Il travaille beaucoup sur la cataracte et auparavant même il y avait des programmes pour essayer d'augmenter le nombre de cataractes opérées avec la formation des techniciens supérieurs qui ne sont pas des médecins, qu'on appelle des OPK, des opérateurs de cataracte. Donc on les a formatés à opérer juste la cataracte. Et il y en a qui sont très efficaces, qui font du bon travail. Alors, est-ce qu'il existe une coopération entre les pays de la sous-région? Par exemple, l'hôpital militaire et d'autres pays? Oui, très peu limité quand même. Et ce volet doit être développé plus, je pense. Voilà, on a quelques liens de formation, de coopération. Nous recevons beaucoup de malades ici des autres pays.
Je reçois des malades du Tchad, de Sierra Leone d'ailleurs, du Cap-Vert, de la Mauritanie, de Guinée. Donc, et nous fréquentons aussi leurs congrès. Donc, c'est une coopération à développer, juste. À quelle solution à l'échelle sous-régionale? Oui, essayer de mettre des politiques qui sont axées à des coopérations entre hôpitaux, entre praticiens et surtout dans le domaine de la formation continue. C'est surtout ça dans le domaine de la formation continue et de l'équipement. Voilà. Bien équiper les gens et voir des équipements adaptés en Afrique. Parce que le souci ici, c'est d'avoir des équipements parfois inadaptés, un investissement qui n'est pas rentabilisé, qui ne peut pas tenir avec des consommables, qui vous empêche de continuer à faire ce travail. Donc c'est un peu ça, réfléchir plus sur les types d'équipements qui sont adaptés à l'Afrique. Les coûts sont chers. Les coûts sont chers, mais c'est possible. Parce que les gens veulent de la qualité aussi. Donc il faut, quel que soit le prix, il faut s'évertuer à trouver les moyens pour leur donner des traitements de qualité, surtout au niveau oculaire, surtout au niveau de l'œil. Et quand on perd la vue, c'est difficile. Donc là, on n'a pas le choix. Alors ça veut dire que les défis restent nombreux quand même. Le coût, la sensibilisation, l'accès aussi des soins. Oui, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, mais c'est pas insurmontable. Je vois des progrès. J'ai vu au Sénégal qu'il y a des jeunes qui sont très ambitieux et qui veulent faire avancer les choses un peu partout. Donc, je pense qu'il faut juste que les politiques de santé ciblent les bonnes personnes et essaient de faire avancer les choses sur le plan qualité, formation, et ne pas courir derrière, parce qu'il y a des gens qui sont capables de former ici leurs collègues. Ne pas trop dépenser dans les formations extérieures et avoir un système de mentor pour faire avancer les choses. D'accord, mais les zones rurales sont très touchées aussi par rapport aux maladies. Les zones rurales. Les zones rurales, oui. C'est parce que les grands centres sont ici à Dakar. De plus en plus quand même, en périphérie, je vois que, comme je disais tantôt, il y a des jeunes qui sont installés à Touba, à Saint-Louis, à Tamba, un peu partout à Tivaouane, et voilà, qui veulent en découdre et qui veulent faire avancer les choses. Il faut qu'on les aide, nous qui sommes au centre, qu'on puisse les coacher, les former. Voilà. Donc moi, personnellement, j'en ai proposé à certains la possibilité de venir les former, de les conseiller s'ils veulent, pour faire avancer leur service. D'accord, juste une dernière question. Après avoir abordé le glaucome, la cataracte, parlons maintenant aussi des enfants. Oui. Colonel, avec tous on est des moments. L'utilisation de plus en plus fréquente des téléphones et des écrans peut-il fragiliser leur santé oculaire et quels sont les risques réels et la précaution à prendre? C'est une question très importante. Vous avez posé une question très importante qui est fondamentale maintenant, parce que maintenant c'est l'épidémie avec les écrans, la vision de près, etc. Donc on ne peut pas ne pas. Donc actuellement, tout le monde est exposé, et surtout les enfants. Et de telle sorte qu'il y a une conséquence au niveau ophtalmo, parce qu'en 2050, il est prévu que 50% de la population mondiale soit myope. Donc le fait de lire de près augmente les risques de myopie. Donc je pense qu'il faut nous pousser nos enfants à sortir, à faire d'autres activités au minimum 2 heures de temps par jour.
et limiter le temps d'exposition aux écrans. Voilà, donc ça c'est démontré, hein. C'est clair que voilà, donc cette épidémie de myopie, le fait de lire de près, augmente les risques de myopie. Et voilà, donc il y a des mesures à prendre pour limiter cela. D'accord. Juste une dernière question à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora. Voilà, donc sur le plan, savoir que peut-être qu'au Sénégal, il y a l'expertise. Juste ce qui manque, peut-être, c'est l'organisation et les moyens, le plus souvent. Et les moyens, je pense qu'il faut se bagarrer à les chercher. Hein. Donc, ceux qui ont les moyens d'investir au Sénégal, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de pouvoir aider ceux qui sont en périphérie surtout, hein, pour s'équiper et mieux traiter leurs parents qui sont ici au Sénégal. Donc je pense que s'il peut contribuer, c'est peut-être parce que des Sénégalais le font déjà, je pense, contribuer à mieux équiper certains centres et avoir un expert qui conseille le praticien qui est sur place pour l'utilisation, quitte à le former même d'ailleurs. Parce que ça ne sert à rien d'acheter un appareil qui est très compliqué et qu'on stocke ensuite qui ne sert pas. Donc c'est un peu ça le souci. Surtout essayer de travailler sur l'acquisition de ce matériel et de travailler sur l'expertise de la personne qui le reçoit, qu'il connaisse la valeur du matériel qu'on donne. Et puis voilà, cela aiderait à mieux traiter ceux qui sont à l'intérieur du pays. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclairages. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Je vous remercie beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions débat. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. En attendant, prenez soin de vous. Merci.